coup à la deuxième partie, Ok. si tu veux bien. Donc, première question de cette deuxième partie, c'est où tout a commencé, du coup, où tu es né. Ok. Plus voilà, pour reprendre vraiment du début Ouais. jusqu'à la fin. Ok. Donc du coup moi je suis né dans le 95 à Soisy-sous-Montmorency et j'ai toujours grandi en région parisienne, un peu plus 77, donc le Ouais. côté un peu plus nature, campagne, on va Mm. dire, de l'Île-de-France. Ok. Euh, Quel genre d'enfance tu as eu? Et une enfance épanouie avec deux grands frères, une famille équilibrée, toujours dans la simplicité, la bienveillance. Et j'ai eu des amis très tôt avec qui j'ai grandi et qui sont aujourd'hui les mêmes. En fait, j'ai Trop gardé bien. un noyau d'enfance. Ouais. Et ouais, donc j'ai grandi avec mes repères. C'est de plus en plus rare, c'est trop cool. Ouais. Franchement, souvent, il y en a beaucoup qui partent souvent les études, les machins, et du coup. Comment tu as vécu l'école et quelle formation est-ce que tu as eu un parcours plutôt traditionnel ou plutôt atypique? Bah, l'école, c'est un bon sujet. Je pense qu'on évolue beaucoup au regard de l'école en Ah bah grandissant. c'est ce qui nous Parce fait. Enfin, bah, en réalité, je pense que au début des études, ce que tu apprends sont des bases Ouais. pour pouvoir effectivement t'orienter. Mais au-delà de ces bases-là, c'est l'apprentissage du travail. C'est de savoir faire les choses qu'on n'en a pas envie, hmm, être soumis à un peu des règles, à une to-do en fait. Et il faut pouvoir. Ça construit un peu une discipline. En tout hmm, cas pour ceux qui prennent ça au sérieux et qui ont envie de réussir à travers les études. Moi personnellement, j'étais un élève plutôt correct, moyen jusqu'au collège. Et à partir collège-lycée, ça a été un peu plus compliqué. hmm, Je me suis pas mal désintéressé, hmm, mais tout en restant un minima sérieux parce que il y avait aussi enfin, pas la pression, mais l'envie aussi de réussir les études pour la famille. ouais, Suivre l'exemple des grands frères aussi, parce que j'avais des grands frères qui ont fait des études, qui sont travailleurs et qui m'ont montré un peu la voie aussi. hmm, Euh, Jusqu'à du coup le bachelor. Parce que arrivé en terminale, j'ai eu mon bac rattrapage. Euh, le DUT, je l'ai eu de justesse. ok, Et en fait, j'ai eu une opportunité, c'était de partir en Angleterre, parce qu'il y avait une fac à Birmingham, qui est UCB, qui est connectée avec mon ancien campus en France. ok, Et donc je suis parti en fait en Angleterre pour passer ma licence, mon bachelor. hmm, Sauf que première difficulté, je parlais pas anglais, j'étais vraiment pas très bon en anglais, à tel point que pour me commander un sandwich, quand j'étais au Subway, il fallait que j'appelle mon ami qui traduise. Et j'ai voulu rentrer dans la fac, il y avait un test à passer que j'ai échoué. Et En anglais? ouais, il y avait Ok, un ouais. test en anglais pour passer dans la fac parce qu'en fait c'était une fac 100% anglais. Et ouais. Les profs étaient anglais, il y avait des étudiants internationaux, mais tout était en anglais. Ouais. Et il a fallu, en fait, suite à cet échec, que je fasse 6 mois d'anglais intensif pour à la fin repasser un test et voir si je rentrais dans la fac. Donc un peu un changement de Ah, et pendant programme, ces 6 mois, tu faisais rien du coup. que de l'anglais. En fait, j'étais intégré dans la fac, et du coup, c'était payant. J'ai dû payer 6 000 € je crois, pour les 6 mois, ou 4 000, je sais plus. Ouais. Mais en gros, c'était un énorme effort financier parce que j'avais pas Ouais, forcément ouais. d'argent. Et en fait, j'ai dû vendre ma voiture, me faire un peu aider de mes parents pour payer ces 6 mois. Suite auquel, en fait, j'avais pas de certitude de rentrer en cas Ouais. d'échec. Et donc, j'étais mélangé avec des étudiants qui venaient de Chine, enfin, c'était vraiment un groupe Trop international. Et quelques-uns qui étaient dans ma fac aussi. Euh, et au final, au bout des 6 mois, j'ai obtenu le test, j'ai pu rentrer à la fac. Et là, je suis passé sur un modèle d'éducation que j'avais jamais vu, en fait, auquel j'avais jamais été confronté. C'était un système porté sur l'autonomie. On avait 6 à 8 heures de cours par semaine, ce qui représente vraiment pas grand-chose. Ouais. Et tout le reste, c'était du travail des dossiers, en fait. On avait des dossiers à rendre et c'était vraiment de la full autonomie. Et ça, par contre, ça m'a énormément ouvert les yeux Et ouais. sur la capacité à apprendre seul et à
s'infliger aussi une discipline qui permet d'aller chercher ses objectifs. Et au final, j'ai vraiment adhéré à ce système parce que ça me permettrait à la fois d'être très équilibré dans mes loisirs, parce que je pouvais aller jouer au foot tous les jours, et à côté de ça, gérer mon temps. Et j'ai adoré ce format-là. Et je pense que c'est ce qui m'a un peu penché dans l'entrepreneuriat. Le fait de casser un peu les cadres du 9h-17h, de gérer mon temps, d'être un peu autonome là-dedans. Et franchement, c'était une super expérience pour moi. Donc ouais. Et tout ça pour dire que les études, je pense que plus on avance, plus on va trouver de l'intérêt aussi à ce qu'on fait, et plus on va être bon et réussir. Ouais, carrément. Bah, de toute façon, si t'aimes ce que tu fais, j'ai envie de dire, tu peux que travailler, te donner à fond. Bah c'est ça. Ça, donc, sans même certitude de succès, mais au moins il y a les moyens qui sont là, quoi. Ouais. Est-ce que du coup tu as créé un petit business justement pendant que tu étais en Angleterre ou dans tes études? Je sais pas si tu t'es arrêté après le bachelor du coup. Non, je suis allé au master. Oui. J'ai pas créé de petit business parce que j'ai fait de l'alternance en fait, surtout mon cursus. Donc j'avais déjà un peu le côté financier qui me permettait d'assurer mon train de vie. Et surtout l'alternance c'est quand même assez prenant parce que tu accumules travail, études et plus tous les projets que tu dois rendre à côté. Donc non, je me suis concentré sur les expériences que je prenais en alternance, plus les diplômes à obtenir. Ouais, ok. Avec combien d'argent vous avez créé, du coup, avec ton ex-associé, du coup, Open Agency, My Open Agency? Ouais, alors on a tous les deux emprunté de l'argent à la même personne, qui est mon frère, merci Johan. Okay. On a emprunté 500 € chacun à mon frère, donc il aurait pu être actionnaire, même majoritaire, même avoir 100% des parts de My Open Agency. J'espère qu'il n'y a pas de regret. Mais en gros, voilà, il nous a donné un coup de main, il nous a avancé chacun 500 €, donc au capital à 1000 €. Ouais. Et puis qu'on lui a rendu forcément rapidement. Ouais, ok. Trop bien, c'est trop cool. Ouais. Après, j'ai envie de dire, ça sert un peu à ça aussi, la famille. Ouais. Mais c'est ce que je te disais quand je te dis j'ai eu un entourage bienveillant. Et au-delà de me dire super, fonce, on m'a aussi un peu aidé quand il fallait. Et j'en suis très reconnaissant de ça aussi. Trop bien. Ouais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément cette chance. Donc, ouais, c'est clair. Il y a beaucoup de destins entrepreneuriaux qui sont assez difficiles. Moi, je considère que c'est pas forcément mon cas. Ouais. J'ai eu des bonnes conditions pour le faire. Et ouais, donc je suis assez content de ça. Tes parents comprenaient ce que tu voulais faire? Ou juste ils te suivaient parce que voilà, ils te suivent parce que t'es leur fils et qu'ils t'aiment? Ils m'ont soutenu, énormément soutenu, notamment dans ma phase en Angleterre quand j'étais en doute de est-ce que je vends ma voiture et je vais payer mes cours d'anglais pendant 6 mois et ça se trouve à la fin je vais rentrer bredouille. Ils m'ont dit non, pas question, t'y vas, t'inquiète pas pour l'argent, on réglera ça plus tard. Donc ils m'ont toujours soutenu dans ce que je voulais faire. Dans les études, ils ont toujours été en phase avec tout ce que je faisais. Pour le côté entrepreneurial, ils ont été 100% avec moi dans le fond, dans l'idée que je puisse me lancer dans une voie qui me plaît, porter mon projet. Après, le fond de mon projet, non, c'est pas quelque chose qui leur parle. Le marketing, le sourcing, tout ce qu'on fait, ça leur parle pas du tout, mais ils restent dans le support et dans le soutien. Non, mais c'est là où je voulais en venir. Je savais pas la réponse, mais c'est limite là où c'est le plus beau. Moi, je suis un peu dans le même cas, c'est que mes parents, même si en soi mon projet de communauté d'entrepreneurs, ça peut parler à tout le monde, ils sont là, ils m'accompagnent, ils m'aident à leur manière, mais ils sont là pour moi, même si en soi ils comprennent pas forcément le fond. Et c'est ça le plus beau. C'est important au final, c'est ça. Et puis j'imagine que toi, pour tout ça, ça te donne de la force. Carrément. Et au final, de se sentir un peu soutenu, avoir un bon entourage, j'imagine que c'est un super coup de pouce aussi pour toi. Et il faut surtout profiter de ça et avoir la reconnaissance qu'il faut aussi pour ces personnes. Carrément. Famille ou pas d'ailleurs, ça peut être un mentor, on parlait tout à l'heure, des amis, etc. Comment on fait pour se différencier
dans un secteur qui est, à mon sens, extrêmement concurrentiel, encore plus à Paris. Donc comment, même si tu es sur ce format de agence freelance, comment on fait? Bah, pour moi, tu te différencies sur ta compréhension du besoin. Un besoin peut avoir plusieurs réponses. Une problématique peut avoir plusieurs solutions. Et c'est dans toi, ta compréhension de l'attente des personnes que tu veux aider, que tu vas pouvoir faire la différence sur plusieurs choses. Ça peut être le pricing, la valeur que tu vas apporter, des processus. Y a vraiment énormément de choses pour se différencier. Il faut juste avoir ta vision, la bonne compréhension du problème et s'y accrocher. Et ensuite, tu fais évoluer au fur et à mesure que tu rends service à tes clients. Bah, tu t'attardes au feedback, tu essaies de comprendre vraiment qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui peut être amélioré. Et en fait, c'est de la remise en question continue. Ouais. C'est pour ça aussi que dans l'entrepreneuriat, on est tous amoureux de notre solution, mais c'est le marché qui dicte les règles. Donc, ce que je conseille tout à l'heure, on parlait un peu du projet d'application mobile que tu peux avoir, etc. Je t'ai demandé si tu avais une petite étape intermédiaire. C'est parce que souvent, on garde le focus du produit qu'on veut développer. Fini, ouais. Exactement. Sauf qu'on va aller dépenser de l'argent, de l'énergie à faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut. Alors que il faut faire quelque chose qui répond aux besoins de nos clients, nos futurs clients. Et du coup, faire des versions intermédiaires, ça permet de toujours tester, avancer sans gâcher de l'énergie ou même du budget. C'est hyper important, nous, quand on accompagne nos clients, dans le brief d'un projet, c'est ce vers quoi on essaye d'orienter. Sur vraiment le côté MVP, c'est un terme un peu startup, mais minimum viable product, c'est tester, aller faire ton proof of concept, vraiment la version pas optimale, mais suffisante pour prouver qu'il y a quelque chose à aller chercher, tu as un besoin à combler et tu as la bonne vision pour aller le faire. Ouais. Ok, merci pour ça. C'est des petits tips comme ça qu'on essaye de donner et c'est le but de ce format. Je le répéterai jamais assez. Avec plaisir. Et puis nous, de notre côté, perso, on est passé un peu par cette étape parce qu'on a depuis toujours l'ambition d'avoir une plateforme de mise en relation qui plus est doit optimiser la gestion de projet entre les agences, les freelances et les porteurs de projets. C'est vraiment notre ambition, c'est d'optimiser la collaboration entre des prestataires externes et des chefs de projet. Et on a toujours eu cette vision et nos associés ont su aussi nous mettre des freins à un certain niveau pour qu'on puisse un peu aller prouver step by step qu'il y a un intérêt avant d'aller tout de suite développer le produit. Et aujourd'hui, ça nous a permis peut-être d'affiner notre vision et d'avoir une meilleure compréhension parce qu'on aurait développé plein de features. L'application, elle aurait coûté des centaines de milliers d'euros et en fait, ça se trouve, un tiers de ce budget aurait suffi à sortir les fonctionnalités clés qui fait que les gens délivre de la valeur. Exactement. Et ça, du coup, c'est clé. Ouais. Je vais appliquer ça. Hâte de voir. Et vous aussi, appliquez tout ce qu'on vous dit, autant dans cette interview que toutes celles que j'ai fait auparavant et les futures. J'ai vu sur ton LinkedIn, parce que c'est ma petite méthode, à chaque fois je vais fouiller un petit peu Google, j'ai eu la petite notif, Hugo a consulté votre profil. Mais du coup, qu'est-ce que c'est le Growth Tribe? Je sais pas si je le prononce bien. Ouais, si, c'est un organisme de formation. Ok. En fait, pour toujours mieux servir les clients et pour toujours mieux comprendre aussi le domaine dans lequel on avance, l'idée c'était de pas m'arrêter sur mes connaissances mais aller challenger un peu tout ça. Donc j'ai pris l'initiative de suivre une formation sur 6 mois en grosse marketing. Donc organisme de formation très qualitatif d'ailleurs qui permet de remettre à jour un peu les compétences. Ok. Comment tu prospectes tes clients? Ça, c'est une vraie question. Ouais. Non, il y a... C'est assez compliqué parce qu'il y a plusieurs méthodologies. Il y a la méthodologie outbound et la méthodologie inbound. C'est des termes un peu marketeux.
marketeurs commerciaux, mais du coup l'inbound c'est réussir à driver, à faire venir du monde vers toi, alors que l'onbound c'est aller vers les gens pour au final leur proposer tes services. Nous on joue un peu sur les deux stratégies. Côté inbound, l'idée en fait dans le marketing est pour transformer un prospect en client, ou même plus qu'un prospect, je dirais même une audience plutôt, parce qu'au début les personnes ne sont pas des prospects, mais une audience. Il va falloir faire progresser les personnes dans ce qu'on appelle des phases de conscientisation. C'est un peu le funnel, tu as différents niveaux: awareness, intérêt, considération, achat, et tu l'as aussi en forme de phase de conscientisation. Est-ce que la personne est consciente qu'il a un problème? Si oui, est-ce qu'il est conscient qu'il y a des solutions qui existent? S'il est conscient qu'il y en a, est-ce qu'il est conscient que toi tu es une solution à son problème? Et in fine, est-ce qu'il est prêt à au final prendre ton service? Donc par rapport à ça, nous d'un point de vue inbound, on fait de la création de contenu, on découpe nos contenus en 3 phases. La découverte, qui va répondre à une partie de la phase de conscientisation, est-ce que j'ai un problème? L'évaluation, qui va répondre au côté quelle solution existe et est-ce que cette société est la bonne société? Et le contenu achat, donc le contenu qui va faire passer vraiment d'intentionniste à client, entre guillemets. Donc ça c'est vraiment la partie inbound. Nous on est en B2B, donc on utilise LinkedIn, on a d'autres canaux, newsletter, forcément. Voilà, donc on essaye de se rendre visible. Et ensuite il y a le côté outbound, donc c'est d'aller tout de suite trouver les bonnes personnes qui ont les pains auxquels tu réponds. Et donc là c'est un travail de ciblage. Il faut bien cibler, prendre du temps là-dessus, être sûr de qui a besoin de toi et pourquoi il a besoin de toi, et ensuite de lui apporter un message convaincant. Tu peux aussi glisser du contenu, des 3 phases: découverte, achat, évaluation et achat, pour essayer justement de le faire progresser un peu dans sa maturité. Nous justement, pour toute cette méthodologie de qualification, parce que du coup je suis en alternance dans un domaine viticole pour la gamme sans alcool, et nous on appelle ça le pipe. Et du coup on a toute cette segmentation pour le premier contact. Ensuite on le qualifie, ensuite on lui fait une présentation, ensuite on lui fait une offre, et ensuite il passe client. Et puis après on a même donc là le pipe, admettons, c'est comme ça, pour la caméra comme ça, et après on a le pipe qui s'ouvre à l'inverse. Une fois que du coup il est devenu client, et toutes les actions qui vont faire qu'il va rester. Je sais pas si c'est clair. Côté fidélisation, comment tu fidélises et tu... Première partie, du coup le trou noir où y a tous les prospects en fait, et ensuite toutes les étapes qui vont le faire arriver jusqu'à qu'il devienne client, et ensuite on réouvre le tunnel pour que il repasse une commande, une deuxième, une troisième, une quatrième, et qu'est-ce qu'on fait comme action pour garder le client avec soi. J'espère que Fabien sera content de l'explication. De l'explication, c'est quoi les choses les plus aberrantes que tu aies vues justement dans cette activité? Un client, quelqu'un qui je sais pas, j'avoue que j'ai pas vraiment d'idée. Non, j'en ai un qui vient un peu en tête. Le projet le plus surprenant et difficile que j'ai eu à gérer, c'était pour une grosse société d'ameublement internationale. Une des chefs de projet voulait faire un événement pour promouvoir un peu un de leurs magasins. Et donc on avait avancé un peu sur le sourcing, donc on les avait connectés avec une de nos agences de vidéos, justement, des vidéastes. Et donc on était face à une personne un peu exigeante qui avait un certain budget, mais qui essayait toujours un peu de réduire les coûts vers le bas. Mais sans problème, on avait réussi à répondre à ce challenge, à trouver un bon prestataire qui pouvait répondre aux besoins. Et en fait, dans l'organisation, elle nous donne plus trop de nouvelles. Et du jour au lendemain, elle nous dit bon ok, demain il faut être là à 8h à Dijon. L'agence est à Paris, il est 16h, et en gros en moins de 24 heures, fallait faire déplacer 2 personnes avec le matériel pour être à 8h devant un magasin à côté de Dijon. Donc chose assez compliquée. Et au final, on a quand même réussi, parce que justement notre partenaire était très réactif, était engagé avec nous et a su répondre à ce challenge,
à en urgence répondre aux besoins. Mais c'était quand même un des projets les plus chauds qu'on ait eu à gérer. Ok, ouais. Ouais, des clients qui sont toujours insatisfaits, qui demandent toujours plus et toujours des tarifs plus bas. Pas toujours, parce que y a des personnes qui ont une certaine notion de la réalité, mais en fait, il y a d'autres personnes, quand ils sous-traitent, ils se rendent pas compte des complexités de logistique en fait. Et elle devait être dans toute la préparation de son événement, elle devait avoir certainement énormément de choses à faire. Sauf qu'elle elle avait oublié de nous donner le go en fait, tout simplement de nous dire c'est bon, on part ensemble, on fait l'événement. Donc du coup il a fallu vraiment réajuster au dernier moment. Et en fait c'est un peu une problématique qu'on rencontre régulièrement, c'est quand des personnes externalisent, ils se rendent pas compte du fait qu'il y ait besoin d'un chef d'orchestre chez eux en fait, qui puisse orienter le prestataire. Le prestataire il va répondre à des enjeux de complexité technique, stratégique, mais il doit être drivé par quelqu'un en interne, sinon il peut pas tout faire tout seul. Donc c'est ce côté là. De toute façon vous entre guillemets c'est un peu mi-consulting, mi-gestion de projet, mi-agence. Ouais, nous on n'est pas réellement une agence, on est vraiment un service complémentaire à l'agence. L'agence c'est la personne qui va te monter la stratégie et qui va faire surtout l'exécution du projet. Donc c'est lui qui va te délivrer l'expertise de son métier. Nous on est plus chef de projet. Donc on vient pour aider les clients à transmettre leurs besoins, à apporter une réflexion stratégique globale aussi par rapport à leurs enjeux. Et une fois qu'on trouve le bon acteur, effectivement, c'est aussi la différenciation qu'on a sur notre marché, c'est qu'on s'appelle MOA. MOA, c'est le gestionnaire de projet aussi. On vient en fait prendre ce rôle de chef d'orchestre pour le client, pour gérer la collaboration aussi avec le partenaire. Ok. C'est vrai que j'avais pas remarqué ce petit... MOA, My Open Agency, on ouvre les portes sur les agences et freelance du marché, et la gestion de projet qui fait que, au-delà de te connecter aux bonnes personnes, on sait driver le projet pour que tes coûts, tes délais et la qualité soient au rendez-vous. Ok, carrément. Du coup, on va revenir sur la question de tout à l'heure, par rapport justement aux investisseurs. J'ai deux questions, donc soit tu réponds les deux en une, ou soit tu les fais séparément. Donc du coup, comment choisir un bon investisseur? Donc une question un peu entre guillemets bateau, mais qui je pense est importante. Et également, puisque ton investisseur investit dans plusieurs entreprises, comment du coup plus lui gère l'accompagnement de ces différentes entreprises? Et est-ce que toi, du coup ça met pas en péril votre collaboration vu qu'il a plusieurs projets? Alors pour ma part, quand je définis Julien Jean, Bruno Boni, je les vois plus comme des associés que des investisseurs, parce que il n'y a pas eu un intérêt qui a été surtout porté par le financier, mais plus par l'association de nos compétences, la mise à disposition aussi de leur écosystème. Et c'est ça aussi qui a fait la différence. On ne cherchait pas que de l'argent, et du coup c'était aussi la transparence qu'on a eue à ce moment-là, c'était de se dire exactement, déjà premièrement le truc on en a un peu parlé tout à l'heure, mais quel est l'objectif, quelle est l'ambition de notre projet, est-ce qu'on est aligné là-dedans? On s'est aligné rapidement, et après ça a été de définir les rôles. Demain il y a plusieurs choses à gérer pour pouvoir faire avancer le projet comme il faut. Qui fait quoi? Donc à ce moment-là on répartit les rôles, et après c'est un peu comme un mariage. Une fois que tu as défini les termes, tu es d'accord avec tes personnes, tu sais que tu vas dans la même direction avec les mêmes objectifs, et il y a quand même un petit côté administratif qu'il faut mettre en place pour que tout le monde soit serein et à l'aise dans sa position. Le pacte d'associés, donc ça c'est l'aspect un peu légal, juridique, qu'on a vite envie de passer pour avancer. Et du coup après c'est dans l'exécution. On avait des meetings assez réguliers, on est très proches, on est dans les mêmes locaux, on n'est pas loin, et du coup en fait ça a été ça, c'était dans cette transparence, cette capacité aussi à se dire on se voit déjà toutes les semaines pour faire un petit point, et en plus quand il y a besoin de sujets spécifiques on s'appelle, on essaie de se voir. Ça c'est assez important. Donc c'est vraiment
accompagnement. Ouais, et puis de base, on sait très bien aussi que nos associés, dans les rôles, leur but c'était pas l'exécutif, c'était pas l'exécution, mais c'était plus le côté un peu board, apporter des réflexions complémentaires, et c'est là-dessus au final qu'on s'est rejoint. Ouais. Donc si les objectifs, les rôles ils sont clairs, derrière il y a que le respect de ce qu'on se dit qui va faire que ça marche. Ouais, carrément. Ok, merci pour cette réponse. Tu l'as plaisir. fait 2 en 1, mais très complète, parfait. Avec plaisir. Merci. Ça fait combien de temps du coup que tu travailles en amont d'avoir créé, parce que du coup ça fait 3 ans qu'elle est créée, ouais. Mais tu as mis combien de temps avec du coup ton meilleur ami à l'imaginer, à la concevoir, ouais. Et de passer vraiment... En fait, on a pris peut-être 3-4 mois à avoir le concept, le nom de la société et à ouvrir administrativement la structure. Mettre en place notre stack d'outils, voir un peu comment on avait fonctionné. Et puis après, let's go, hein. On s'est lancé et on s'est lancé assez rapidement. Ok. Et du coup, les associés investisseurs sont arrivés au bout de combien de temps ? Au bout de 10 mois. Okay. Ça a été un de nos premiers clients, il y a eu satisfaction, du coup on s'est rencontrés et puis en discutant on s'est rendu compte qu'on avait une affinité commune pour ce qu'on était en train de développer et qu'ils avaient beaucoup de choses à apporter aussi en plus de ce qu'on portait avec mon associé cofondateur Giovanni. Et voilà, donc ça s'est fait dans la première année. Ok. Et oui, c'était les 2 en même temps ? Ouais. Ok, ouais, c'était les 2 en même temps puisque pareil, c'était un duo un peu entrepreneur, ils ont pris part à pas mal de projets avec des compétences complémentaires qui sont venues compléter aussi les nôtres. Ouais, carrément. Ouais, super. C'est quoi les plus grands défis qu'on doit gérer lors de la gestion d'un projet digital ? D'un projet digital, je dirais le premier grand défi c'est de savoir où on veut aller et pourquoi. Faut pas se tromper en fait, faut déjà comprendre un peu comme dans un projet d'entrepreneuriat pourquoi je vais faire une action, pourquoi je vais monter une boîte. Et après essayer d'identifier quelles sont les étapes clés qu'il va falloir passer. Et ensuite je dirais une fois que tu as ça, c'est de comprendre qu'est-ce que tu peux gérer toi, qu'est-ce que tes équipes peuvent gérer. Et s'il y a un manquement quelque part, comment je vais aller trouver les personnes qui vont compléter mon équipe projet. Et là, tu te tournes vers le marché. Tu as, comme je le disais, les agences, les freelances. C'est vraiment une super opportunité de travailler avec un prestataire externe parce que c'est des personnes qui voient énormément de typologies de projets, de business différents et du coup qui ont énormément de diversité dans leurs compétences. Et ils vont pouvoir appliquer des très bonnes pratiques qu'ils ont vues dans d'autres domaines, d'autres activités pour ta société aussi. Et à ce moment-là, tout comme quand tu recrutes un collaborateur, faut pas se tromper. Si tu recrutes une mauvaise personne, ça va impacter ton projet dans le mauvais sens. Et inversement, si tu recrutes la bonne personne, tu peux même dépasser tes espérances. Et à ce moment-là, faut savoir tout simplement bien recruter son prestataire ou son collaborateur. Ouais, carrément. C'est parfait parce que du coup, tu fais un peu la transition avec ma prochaine question. Ok. Qui était du coup par rapport à tes 3 gros engagements entre guillemets. Difficulté pour sélectionner une agence digitale, manque de ressources pour développer votre activité digitale, et manque de temps pour gérer vos différents prestataires. C'est ça. Comment du coup ça rejoint peut-être ta réponse d'avant, mais comment tu fais pour maximiser tout ça ? Alors pour maximiser, déjà, la première chose c'est le réseau. En fait notre réseau, on l'a recruté sur des bases de qualité en fait. On a des critères de qualité, il y en a 5. Et tous les recrutements qu'on fait, on présélectionne des agences et des freelances. Sur un vaste marché, il y en a énormément. De cette présélection, on vient aller checker des points de contrôle. Ça peut être des avis clients, un portfolio. Et ensuite on fait un entretien. Donc en fait on prévoit un petit temps de discussion, on creuse un peu la façon de travailler, le mindset aussi derrière le freelance ou derrière l'agence,
et ensuite on fait intégrer ou pas dans le réseau de partenaires. Et à chaque projet qu'on fait, on va aller demander à nos clients sur ces 5 critères de qualité de le noter de 0 à 10 et de nous donner un feedback supplémentaire qui vont nous aider forcément à mieux comprendre les forces, les faiblesses de chaque agence en fait et freelance. Et en fait ça c'est de l'or parce que avant de travailler avec quelqu'un, il peut te faire une super impression, mais au final tu peux te tromper aussi. Donc je dirais la manière de répondre aux besoins de nos clients de MyOpen Agency, dans un premier temps, c'est cette qualité de réseau. Le second point, ça va être le sourceur. Le sourceur, c'est la personne qui va venir t'aider à poser ton projet sur un brief, transmettre tes idées et faire en sorte que tu parles le même langage que le prestataire. Et ça aussi, c'est un point clé parce que s'il y a une mauvaise compréhension du besoin, les solutions qui vont être apportées ne vont pas être les bonnes. Donc ça, c'est très important. Et une fois que du coup cette compréhension est faite, que cette connexion est faite avec le partenaire, comme on disait tout à l'heure, il faut quand même un chef d'orchestre pour driver, pour valider et pour faire en sorte que toutes les steps soient respectées. Et là, nous, on a des gestionnaires de projets experts en interne, donc des MOA, qu'on met à disposition à la carte, en fait, à l'heure, pour le compte de nos clients. Ok. Parfait. Pareil, merci encore, clair, net, précis. Super, ça fait plaisir. Vous savez comment créer un projet de A à Z, entre guillemets. Ouais, et surtout, avant de lancer une action, bien réfléchir à la stratégie globale. Savoir si ça va servir l'objectif final ou si c'est un projet qui peut être un peu à côté. Il y a quand même cette réflexion à avoir parce que des fois, on connaît certaines solutions, certaines on va dire prestations ou certaines certaines actions en fait qui peuvent servir à un objectif, mais le marché il évolue et aujourd'hui il y a l'IA par exemple. L'IA ça va bousculer pas mal de choses. Il y a des agences qui créent des services révolutionnaires par rapport à ce qui se faisait il y a 2-3 ans en s'appuyant là-dessus. Et si on n'est pas dans le métier, dans le marché au quotidien, on n'est peut-être pas informé sur ces nouvelles méthodes. Et du coup, il faut avoir une veille un peu continue de ce qui se passe dans le marketing. Ah carrément. Mais en soi, je pense que ça vaut pour tous les entrepreneurs, clairement. Quel que soit le secteur d'activité. Moi, je vois par rapport au secteur du sans-alcool, on est complètement obligé de tout le temps voir les nouveaux acteurs, les nouvelles méthodes de désalcoolisation. Enfin bref, il y a tout un panel de choses à continuellement, même si j'avoue que sur l'IA, ça va quand même beaucoup plus vite, parce que tous les jours il y a des nouveaux outils, tous les jours... c'est clair, c'est ultra dynamique, tout le monde s'y met et ça bouge énormément. Et du coup, pour le marketing, c'est pareil, et si tu n'as pas quelqu'un en interne qui fait cette veille en continu, en fait, tu vas peut-être faire des trucs un peu dépassés, ou en tout cas, tu avances pas avec ton temps, ou avec justement des choses qui sont un peu nouvelles. Et du coup, d'être early adopter, c'est quelque chose d'aussi important parce que ça te permet de différencier aussi de ton marché, de tes concurrents. Et donc, du coup, voilà, il faut. S'il n'y a pas cette personne en veille en interne, ce responsable marketing qui fait cette veille, et du coup, on est là aussi en intermédiaire pour dire voilà, il y a peut-être des solutions auxquelles vous n'avez peut-être pas encore pensé qui existent, on peut vous les présenter et vous ferez votre choix. Carrément. Il reste 3 questions. Comment tu fais pour du coup fidéliser tes clients, sachant que, c'est juste à mon humble avis, ça a l'air très des prestations one shot entre guillemets. Quelqu'un a besoin d'un projet, tu fais son projet, mais ensuite peut-être qu'il aura un projet peut-être dans 3 ans. Comment tu fais? C'est une très bonne question. Ça dépend vraiment des entreprises. Tu as des entreprises qui ont un besoin constant d'externaliser parce que ils ont beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions, ils ont des moyens, mais recruter c'est pas toujours la bonne solution non plus, donc ils se tournent vers l'externe, c'est assez rapide, et comme ils ont déjà travaillé avec nous et qu'ils ont eu satisfaction, ils ont le réflexe, et là c'est assez simple, ça revient régulièrement, mais pour moi la fidélisation ça passe par la satisfaction globale. Donc c'est déjà ne pas justement prendre un projet comme un projet one shot, mais
s'intéresser au pourquoi tu fais ce projet, aller un peu plus loin que ce qu'on peut te demander. Si on te demande la simple mise en relation, et bah, c'est aussi derrière d'aller poser les questions, de comprendre le pourquoi. Ouais. Et ça permet aussi d'avoir un rôle supplémentaire. Et pour moi, ça c'est un des éléments les plus importants. Et le relationnel. Aujourd'hui, le relationnel c'est clé, surtout dans le B2B. Quand on collabore avec des gens régulièrement, bah, on a envie de travailler avec des gens avec qui on s'entend et qui sont soucieux de l'atteinte de mes objectifs à moi. Une personne qui fait appel à quelqu'un, c'est pour que la personne elle se bat aussi pour mes objectifs à mes côtés. Et pour moi, c'est tout ce contexte un peu du coup relationnel qui va faire que ça fonctionne et qu'on te rappelle derrière. Ok. Pareil là, du coup, plus sur ton perso de businessman, c'est quoi ta journée type d'entrepreneur à My Open Agency? Du coup, côté quotidien, bah, c'est assez changeant. En tant que CEO dans une boîte où t'as pas du monde à chaque étage, à chaque niveau de la société, bah, t'es un peu une multicasquette, donc tu vas avoir des focus qui vont changer d'un jour à l'autre. Donc du coup, pour pallier à ça, côté organisationnel, moi j'essaie de me tenir à une to-do. En fait, j'ai un outil qui s'appelle Asana, dans lequel en fait je vais prioriser des tâches et bah, selon les sujets du moment, et bah, je vais me concentrer sur des tâches différentes. Par contre, ce qui change pas, c'est un peu le rythme de la journée. J'essaye toujours de démarrer un peu de chez moi avant de venir au bureau, parce que ça me permet de moi traiter mes sujets un peu en solo, des sujets sur lesquels bah, je dois gérer les choses. Et ensuite, bah, je viens rejoindre mes équipes sur site, et là bah, on essaye de dédier des points spécifiques réguliers. Par exemple, toutes les semaines, on sait qu'on va avoir un point sur les objectifs marketing et voir un peu comment nos performances avancent. Un autre jour de la semaine, sur un autre créneau, on va avoir un point pour contrôler un peu justement la qualité de nos partenaires, le réseau, savoir si on a assez de partenaires et s'il faut qu'on aille recruter dans certains domaines. Donc en fait, c'est dans l'organisation et la répétition un peu de moments clés que mon quotidien se fait. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour cette deuxième partie. Avec plaisir. On va passer à la dernière et après, promis, on arrête. Bah, on peut continuer. Hein, bah, j'espère en tout cas que ça te plaît. J'espère que sympa. vous aussi ça vous plaît, parce que c'est vraiment le but, comme je le dis à chaque fois, c'est de partager des tips, de l'expérience.